Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors on parlait effectivement, incendie, rappelez-vous, on parlait aussi de sentiment d'insécurité. Pendant un moment, c'était notre ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mais qu'il n'y avait pas d'insécurité. Et puis aujourd'hui, tous les jours, on le sait, on est à Sud Radio, dans mon émission, on le sait, c'est devenu quotidien. Ce n'est même plus, vous savez, on parlait de faits divers, c'est même plus un fait de société, c'est du quotidien. Ça ne veut pas dire que la France est à feu et à sang, bien sûr, et heureusement. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et dont on ne sait plus où sont les limites. Bonjour Bertrand Cavalier. Bonjour. Vous êtes général, vous êtes ancien général de gendarmerie, enfin vous êtes général à la retraite. Alors, vous avez suivi, évidemment, c'est votre rôle et vous êtes directement, la gendarmerie, confronté à un certain nombre de faits, qu'ils soient divers, qu'ils soient de société, qu'ils soient de violence ou autre. Et vous, avec le recul, avec votre parcours, est-ce que vous voyez vraiment, parce que la grande discussion, c'est de dire oui, mais ça a toujours existé, il y avait les coupes jarrets, il y avait tout ça, on oublie ce qu'il y avait au Moyen-Âge, on oublie ce qu'il y avait à la Renaissance, on oublie toutes les violences, etc., etc. Et la concentration des réseaux sociaux d'un côté, des médias de l'autre, fait que ça devient une espèce de je ne sais pas, d'usine à fabriquer vraiment de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est votre avis ou pas ? Non, mon avis, c'est qu'objectivement, il y a une dégradation continue de la situation depuis une quarantaine d'années. Quand le président Macron, à Nice, en 2022, déclare c'est une réalité de dire qu'il y a de la violence de notre société, qu'elle enfle, c'est une évidence. Et tous les indicateurs sont là pour, malheureusement, étayer, argumenter sur cette évolution qui est très, très préoccupante. Et alors, cette évolution très préoccupante, alors on le sait, c'est vrai, vous le dites, ça fait 40 ans qu'on le sait, c'est pas depuis Emmanuel Macron, quand je dis 40 ans, on pourrait le dire, on pourrait remonter à plus loin, et c'est pas une question de politique, de gouvernement de gauche ou de droite, on le constate, on voit, mais ce qui est frappant quand même, et je voudrais vraiment avoir votre avis, et vous avez la liberté de parole, et vous l'utilisez, je le sais, dans des articles ou autres, ou dans des chroniques. Comment il se fait que tout le monde, en tout cas les milieux informés et les milieux et les princes qui nous gouvernent le savent, et que, je ne dis pas rien ne se fait, mais on a l'impression que ça grandit. Et je vous donne 4 exemples, je voudrais qu'on parle de ça. Ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, avec les zones de non-droit, avec les frontières. Mais on a ouvert les frontières Schengen, il n'y a plus de frontières, sauf qu'en France, et à l'intérieur de la France, il y a des frontières qui marquent où les narcotrafiquants peuvent se mettre, où les petits dealers, où les chauffeurs, etc. Qu'est-ce qui fait, au fond, j'en parle longuement, mais qu'est-ce qui fait au fond qu'on a préféré fermer les yeux et les oreilles ? Il y a eu un formidable déni qui s'explique d'abord, il s'explique par des facteurs idéologiques, c'est-à-dire toute une intelligentsia qui a nié la réalité pour différentes raisons. Et puis il y a donc pourquoi à votre avis ? Non mais je voudrais préciser. À votre avis, pourquoi Parce qu'on était sur une inversion. N'oublions pas, moi je suis entré en gendarmerie dans les années 80, d'ailleurs c'est là que la situation commence à se dégrader. Les années 80 ? Oui, ouais. Entre les années 60 et les années 80, le taux de criminalité va être multiplié par 3-4. Et on a les conséquences directes de mai 68, on a les conséquences directes de la rangue de Baudot, on a les conséquences directes que j'ai vécues de la désystamatisation de la peine. C'est-à-dire qu'on ne punit plus, on ne peut plus punir. Bon, et là, ceci ajouté à d'autres facteurs, d'un individualisme forcené, il y a plein d'éléments croisés qui font qu'on a une société qui commence à se déliter, à déraper. Bon, et avec toujours cette pensée dominante qui nie tous les problèmes, qui nie l'immigration, qui nie la violence, et qui plonge dans une forme de léthargie toute la classe politique, ou une forme de lâcheté, parce que, notamment la droite n'a pas réagi. Et non. Au niveau des élites, il n'était pas forcément de bon ton pour faire une carrière, de dire la réalité des choses et de s'engager. Donc tout le système, en fait, d'une certaine manière, s'est immobilisé, à de rares exceptions près, et on en est là où on en est.
Et alors justement, ce système qui est mobilisé, il se disait quoi? Il se disait, écoutez, on aura tout le temps d'en parler, c'est pas grave. Demain, il y a une élection, il faut quand même que je soigne mon électorat. Demain, il y a ceci, cela. Écoutez, la patate chaude, je vais la refiler à mes successeurs. Et puis, je veux dire, demain le déluge, que diable, et moi, c'est pas mon problème. C'est ça. Enfin, c'est ça. Vous prenez par exemple les quartiers, les territoires perdus de la République, qui avait identifié Georges Bensoussan dans les années 2000, mais qui émergent dans les années 60, 70, 80, les Minguettes. Eh bien, qui aurait eu le courage à l'époque de véritablement traiter ces quartiers, de les reprendre, de reprendre le contrôle, ce qui a imposé notamment un volet sécuritaire avec une épreuve de force. Après, il y avait d'autres aspects économiques, sociaux, éducatifs. Mais comme le dit Malek Bouti, la première obligation, c'est de rétablir l'ordre. Or, on n'a pas rétabli l'ordre. D'ailleurs, quand on constate de la démultiplication de ces quartiers, et on parle maintenant, la terminologie est savoureuse, de quartiers de reconquête républicaine. Ça veut dire qu'on les a perdus. Reconquête républicaine. Mais justement, à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait... Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, vraiment, s'il y avait volonté, courage, colonne vertébrale, etc., etc., Général Cavalier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à l'époque en disant, je vais braver peut-être une certaine popularité, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour rétablir l'ordre, disons, dès les années 70, 80 et compagnie? C'était de reprendre le contrôle effectif de ces quartiers, c'était également de maîtriser l'immigration, qui est un des facteurs déstabilisants, c'était également d'expulser ceux qui ne respectent pas notre pacte social, c'était de faire preuve de cohérence et de courage. Or, on a laissé faire et on arrive, comme le dit aujourd'hui le directeur général de l'Armée nationale, on est à un point de bascule, mais il y a d'autres grands serviteurs de l'État qui, aujourd'hui, disent qu'on est à la croisée des chemins, notamment le directeur général du renseignement territorial, M. Bertrand Chaloumeau. Quand il dit à croisée des chemins, il veut dire quoi? Il veut dire que demain, il sera trop tard? C'est quoi? Ça veut dire que si dans les toutes prochaines années, on ne réagit pas et on ne prend pas les mesures qui s'imposent, c'est vrai qu'on va vers le séparatisme tel qu'il avait été évoqué par M. Collomb, mais également par M. François Hollande. On va vers une dislocation du corps social, qui est déjà amorcée. Est-ce qu'il n'est pas... Alors, je vous pose la question brute de découverte, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard, parce que... il y a une très forte majorité de la population qui attend le retour de l'ordre, de quelque origine qu'elle soit. Donc moi, je discute avec, ne serait-ce que quand je prends le taxi, je discute avec des gens souvent d'origine étrangère. Ils attendent que ce pays se comporte bien. Ils sont complètement abasourdis devant la faiblesse et l'inversion des choses. Alors justement, on va en parler, on va essayer d'inventorier tout cela. En général, et puis je rappelle 0826 300 300, 0826 300 300 pour tous ceux qui veulent intervenir dans ce débat, qui n'est pas un débat nouveau, qui est un débat qu'on prend très souvent. Et je vais vous donner des exemples et je vais savoir ce que vous en pensez, Général Cavalier, et évidemment vous, auditeur résistant de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La France n'est pas une planète, c'est pas la planète Mars ou Saturne qui évolue dans le ciel étoilé des galaxies et de l'infini. On est en Europe, on est dans le monde, et dans le monde, il se passe énormément de choses. Nous sommes toujours avec le général Bertrand Cavalier, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, le 0826 300 300 pour soit poser vos questions, soit intervenir, soit dire ce que vous ressentez. Et ce qui est intéressant en général en ce moment, c'est qu'on voit, et j'aimerais aussi avoir des exemples que vous connaissez, mais on voit par exemple ce qui se passe en Amérique, et l'Amérique n'est pas la France, comparaison n'est pas raison, je le sais, on nous le répète, mais évidemment. Mais on a vu que depuis quelque temps avec ICE, ils ont entrepris à une remigration absolument massive des étrangers, attention, en situation illégale. Ils le disent bien sûr, il ne s'agit pas d'Amérique, c'est un pays d'immigrés, de son histoire, mais là, il y a une remigration, mais vraiment massive, continue, avec qui suscite des réactions d'ailleurs extrêmement fortes, ou d'indignation, ou de violence, mais ça se poursuit.
On a vu aussi, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, je n'ai pas de jugement moral là-dessus, Nayib Bukele, le président du Salvador. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 6 ans, moi j'étais allé au Salvador, à 19h on ne sortait pas de l'hôtel, ou alors il fallait avoir 4 gardes du corps et des Kalachnikov, étant donné les narcotrafiquants qui tenaient la ville, occupaient la ville. Eh ben aujourd'hui, 90% des Salvadoriens sont pour Bukele, qui a créé je ne sais combien de centaines de milliers de places de prison et qui a agi de façon extrêmement forte. Et contrairement à ce qu'on a eu, ils ne sont pas à la prison pour l'éternité. Ils vont peut-être sortir, mais auparavant, attention, ça ne rigole pas. Et puis, il y a l'immigration. Effectivement, on voit comment réagit Orban, comment réagissent les Polonais, etc. Et là-dessus, entre ces deux pôles, Europe centrale d'un côté, Amérique du Nord et du Sud de l'autre, que fait l'Europe en général et que fait la France en particulier, Bertrand Cavalier, et pourquoi on en est là pratiquement. Moi, la grande question, c'est de savoir ce que l'on veut. Parce qu'on parle de la droite, on peut parler de la gauche. Quand donc Jospin disait que la sécurité garante de la liberté est un droit fondamental de la personne humaine et un devoir impératif de l'État. Il disait ça en 97. Bon, que de déclarations, que ce soit des leaders de gauche ou de droite, sur la problématique de la délinquance, de la sécurité. Bon, pour ce qui est de l'immigration, tout le monde reconnaît maintenant, le président lui-même, que ça a un impact sur la délinquance, sans compter la fracture culturelle. Bien sûr. On parle aujourd'hui de séparatisme islamique, eh bien, mais les flux migratoires aujourd'hui sont massivement composés de personnes, d'individus, souvent d'ailleurs des hommes jeunes, et je vais y revenir, qui n'ont pas du tout, ils ne sont pas du tout dans les paradigmes, dans les structures mentales de la société occidentale, s'agissant de la vision de la femme, de l'individu, de la société. Bon, moi je vais très souvent en Afrique, où là d'ailleurs on assiste à une explosion de l'islam radical qui est en train de supplanter les autres religions. C'est de là que viennent une partie des flux. Ils viennent aussi également de Syrie, d'Irak, et ils sont d'ailleurs d'Afghanistan, ils sont massifs dans le Pas-de-Calais. Donc ce matin, vous dites. Ils sont massifs. À l'heure où je vous parle, ils sont massifs. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est un espace, mais c'est pas un territoire. On est devant un problème majeur, c'est-à-dire que le monsieur Retailleau, dont je salue les efforts, mais pourra faire tout ce qu'il veut, tant que le droit ne sera pas modifié au niveau européen, et tant qu'il n'y aura pas un véritable contrôle de nos frontières, eh bien nous serons dans cette situation qui est une situation où l'on subit des flux massifs. Vous dites ce matin, vous avez pris le train, oui, mais avec des étrangers en situation régulière, les contrôleurs, donc les ont identifiés. Moi, je les voyais en gare. J'ai pris le TGV à Bellegarde en venant de Genève. Oui. Mais ça, c'est quotidien. Il y a des gens qui n'avaient pas leur billet. Mais on rentre en France. Alors, certes, il y a des opérations, notamment dans les Alpes-Maritimes. Mais tout ça est bien, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Les flux sont massifs. Et on a 1 million d'immigrés en situation régulière. À mon avis, il y en a plus. On a plus de 500 000 qui rentrent. Il y a le regroupement familial. On est actuellement dans une dynamique de grand remplacement parce qu'on oublie de dire que ce sont des jeunes qui rentrent, des jeunes adultes. Quand rentrent 500 000 jeunes adultes, c'est l'équivalent en classe d'âge de 10 à 15 départements. En 10 ans, la population française va être métamorphosée en profondeur. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? La grande question, c'est que voulons-nous et quelles en seront les conséquences ? Alors qu'aujourd'hui, tous les interlocuteurs sérieux disent que on est devant une situation qui risque d'exploser. On va vers la dislocation et le séparatisme. Oui, et c'est intéressant parce que il y a encore 5 ans, vous osiez parler de remplacement, c'était considéré comme une espèce de sulfureux, néo-nazi ou presque. Enfin, c'était le mot à ne pas dire. Et aujourd'hui, même des ministres, etc., parlent de grand remplacement. Ce qui va rentrer dans l'année, c'est 5-6 fois le département de la Lozère. Alors si je prends la classe d'âge des jeunes, c'est 5-6 fois la jeunesse de départements ruraux. Donc on est bien sur une dynamique
de grands remplacements. Et le problème le plus grave, c'est pas un remplacement ethnique, c'est le remplacement culturel. Parce que c'est le choc culturel au travers notamment de l'émergence de ce qu'on appelle l'islamisme, qui est maintenant dominant dans certains départements. Et il n'y a qu'à lire toutes les études qui ont été faites ces dernières années par des journalistes assez courageux, que l'on doit protéger. C'est-à-dire que quand Mme Bergeau-Baclair écrit un livre... le frérisme et ses réseaux. Sur les frères musulmans. Sur les frères musulmans, on est dans un pays où il faut protéger des journalistes, des intellectuels qui osent dire les choses. Oui, ils sont sous protection policière. Donc ça, c'est comme un indicateur. Il y a la Gestapo islamique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils risquent leur vie. Et tout ça est normalisé et banalisé. Je dis bien, que veut-on dans ce pays ? Et alors justement, que veut-on dans ce pays ? On va continuer d'en parler, parce qu'il y a aussi cette chose étonnante de la modification de paysage, et ça vraiment tout le monde en parle, et je vois bien des amis un peu partout en France, c'est qu'aujourd'hui, il y a des flux migratoires dans les villages, dans les plus petits villages. Avant, c'était dans les villes, les quartiers, on parlait justement des quartiers à reconquérir, ou etc., des territoires perdus. Là, c'est dans les lopins de terre des villages, mais je sais pas, dans le Vaucluse, vous avez vu récemment, il y a eu toute une histoire dans le Vaucluse, etc. Et on se dit, mais on regarde passer ça, et moi, ce qui me fascine, Général Cavalier, c'est cette espèce de sidération, comme si on voyait, c'est le cobra, on regarde ça, et puis on ne bouge pas, c'est-à-dire... Et la question que je vais vous poser, mais je la pose avant que nous fassions une petite pause, c'est le cas de le dire, de publicité. Est-ce que tout ne se passe pas comme si on flattait le crocodile en espérant être mangé en dernier? La question qu'on peut se poser. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ce n'est plus Berkoff dans tous ses états, c'est la France dans tous ses états, et pas seulement la France d'ailleurs. Bertrand Cavalier, on va parler un peu d'une situation qui sera une situation de politique fiction, bien sûr, mais écoutez, après tout, tous les espoirs sont aussi permis. Mais auparavant, je pense que nous avons Bernard qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Bernard. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff, je suis content de vous avoir au téléphone, je vous écoute tous les jours. Merci. Donc voilà, et moi ma question était simple, je dirais il y a un problème de flux de migration, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un problème en France lié à la binationalité? Parce qu'effectivement vous avez plein de gens qui sont franco et quelque chose, qui vivent en France, qui profitent de la France, mais qui n'aiment pas la France. Et vous savez, moi je suis originaire de l'île de la Réunion et on a une expression pour ça. On dit toujours qu'on nourrit jamais le chien qui peut vous mordre. Donc, je vous pose la question, ne pensez-vous pas que cette binationalité peut exacerber aussi un peu le système? Parce que regardez Monsieur Delogu, il est manifestement il est franco-algérien, mais enfin il est plus algérien que français, si je l'écoute. Merci Bernard. En tout cas, Général Cavalier, que répondez-vous? La binationalité, est-ce que ça joue un rôle ou pas à votre avis? La binationalité, moi ce qui me semble jouer davantage, c'est la haine du pays, la haine de ce pays, qui ne dure pas que le fait de binationaux. Moi, j'ai été lycéen dans les années 70. J'ai pu également analyser très précisément les courants intellectuels des années 60-70 qui ont diffusé de façon très structurelle une haine de soi, une haine de notre pays, Sartre et bien d'autres. L'éducation nationale, il y a de très nombreux professeurs qui sont toujours dans le combat républicain et laïque, mais il y en a aussi de nombreux qui ont été dans une autre tâche, une autre mission, et qui ont formé des jeunes, non pas dans l'amour de cette patrie, dans l'amour du pays, mais dans une contestation de tout ce que nous sommes, de notre identité. Donc binationalité, alors après, il y a aussi, c'est vrai, une résonance particulière avec certains pays, où c'est un peu plus compliqué, mais moi je connais plein de binationaux qui sont vraiment très... Qui aiment la France, qui aiment la France, et qui adhèrent à toutes ses valeurs et à ses... Oui. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le problème. Le problème, c'est effectivement, on l'aime. C'est presque la France, tu l'aimes ou tu la quittes, comme disait. Mais moi, je pense, de toute façon. Écoutez, je parlais du chauffeur de taxi, mais qui sont très clairs, qui me disent, mais quand on voit même des gens de 3e, 4e génération qui n'aiment pas ce pays, ils peuvent partir. Ils peuvent partir si ce pays
qui leur apporte autant, où on peut être soigné gratuitement, éduqué gratuitement. Il y a des postes, c'est un pays merveilleux, même s'il y a des choses à parfaire. Bien sûr. Ils peuvent toujours aller ailleurs. Et ils verront. Et justement, alors, parlons un peu de ça, faisons un peu de politique-fiction au beau sens du terme. Général, soyons précis, parce qu'on dit, oui, on ne peut rien faire, ou certains disent, on peut faire, mais etc., etc. À supposer, allez, on va prendre un scénario, arrive un groupe, arrive un parti, etc., qui est décidé, allez, rêvons, à faire quelque chose de ce point de vue-là et à vraiment entreprendre, sachant que ça va être très difficile, que ça va provoquer des réactions énormes, que ça va provoquer peut-être des réactions de violence, etc. Que vous seriez conseillé vous-même ou que vous seriez dans cette équipe, disons, dirigeante à des niveaux très divers, et à supposer que vous n'auriez pas, allez, on va vraiment rêver, oui, on va rêver jusqu'au bout, vous n'auriez pas tous les empêchements de la Commission européenne, de la Commission des droits de l'homme, de la Commission des juridiques européennes, etc., vous n'auriez pas que allez, on va jusqu'au bout, que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ne serait pas en train à chaque fois, ou en tout cas très souvent, de givarouiser, d'aseptiser, de mettre sous vide un certain nombre et on suit mon regard un certain nombre de décisions compris au niveau de l'exécutif ou du législatif et qui n'arrivent jamais à être appliquées à cause de tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en toute priorité, je dirais? Si on comprend que la patrie est en danger, qu'il faut des mesures de salut public, il faut tout mettre sur la table. Alors sans hiérarchiser les choses, il y a d'abord toute la procédure pénale. Madame Bruguère le dit, il faut tout mettre à plat. Il faut pouvoir réhabiliter les courtes peines. Il faut plus de places de prison, il faut créer des places de prison. Il faut également des traitements différenciés pour des jeunes délinquants. Voilà. Mais quand je dis procédure très complexe, qu'aujourd'hui, gendarmes et policiers sont de plus en plus décontenancés devant la lourdeur des procédures. Je ne vais pas parler des avocats, mais il y a eu quand même un lobby d'avocats qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans un déséquilibre au détriment de la victime et qui paralyse le système. Vous voyez, il y a plein de choses à balayer. Quand on parle donc des prisons, il y a 20-30% d'étrangers qui sont dans ces prisons. Il faut les expulser. S'ils ne veulent pas partir, eh bien, il faudra externaliser dans des pays, parce qu'ils vont sortir. Qu'en est-il de ces personnes qui vont être victimes d'étrangers qui récidivent? Est-ce qu'on prend en considération, en termes de droits, les droits fondamentaux des innocents, des victimes, plutôt que de prendre en compte les droits des délinquants? Vous avez évoqué la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Bien entendu, c'est un carcan qui devient attentatoire aux intérêts de la nation. Et donc, il faut être capable d'avoir un droit qui protège et non pas qui nous rend vulnérables. Ça renvoie également à des dispositifs opérationnels qui, enfin, puissent protéger les frontières de l'Union européenne. Lesquelles, par exemple? Les frontières extérieures. Parce que, de toute façon, croire qu'on va agir sur nos simples frontières, c'est une gageure. Tout se passe sur les frontières maritimes, sur les frontières terrestres extérieures. Ou d'ailleurs, pour moi, ça ne devrait pas relever de force de police, mais d'un dispositif militaire. Nous sommes une puissance nucléaire, nous flattons de pouvoir parler sur la scène internationale, et nous sommes incapables de contrôler nos frontières, sachant que ces flux déstabilisent le corps social. Donc, sans compter le narcotrafic, qui est un autre sujet. Bien sûr. Donc, si vous voulez, les mesures, c'est aussi de réorganiser, parce qu'il faut aussi balayer devant sa porte, réorganiser les forces de l'ordre. La Cour des comptes ne cesse de dire que les forces de l'ordre, à partir de 18h, sont beaucoup moins opérantes, alors que c'est là qu'émergent les besoins opérationnels. À partir de 18h, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais elles sont beaucoup. Si vous voulez, on a été sur une évolution. Alors je sais que le général Bonneau, directeur de la gendarmerie, est en train d'essayer de modifier cela, mais gendarmes et policiers sont avant tout là pour protéger. Et on est parti sur quoi? Alors qu'est-ce qui a fait qu'on a... Mais parce que les droits de l'individu ont fait que la mission ne prime plus. Et que, aujourd'hui, le dispositif sécuritaire, alors qu'à partir de 18h, c'est là où la société se dérègle. Bien sûr, oui. Alors, et jusqu'à 1h, 2h du matin, vous avez
tout ce credo. Et c'est là où il y a le moins de monde. Et c'est là où vous avez le moins de monde. À quoi ça sert d'avoir des gendarmes et des policiers à 8h du matin dans leur brigade ou leur commissariat? Alors ça ne va pas plaire à certains, mais moi je dis les choses. La Cour des comptes a été extrêmement claire de ce point de vue. On a un ratio quand même au-dessus de la moyenne en Europe. On parle de toujours plus de moyens. Moi je ne dis pas plus de moyens. Il faut d'abord travailler davantage et mieux s'organiser. Bien sûr. Oui. Vous voyez, alors il y a plein de pistes. De pistes comme ça. Nous allons continuer à les explorer. Je crois que nous avons Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Alors, bonjour. Je voudrais d'abord répondre à l'auditeur d'avant. Il y a quand même des binationaux qui aiment plus la France que certains Français, qui sont dans des associations, qui les aident à rentrer, les étrangers et tout le reste. Bon, ça, c'est une parenthèse. Exact, oui. Donc, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Et il ne faut pas, à force de les montrer du doigt, ils vont en arriver à penser que ça ne sert à rien, qu'ils aiment la France. Non, elle est bien d'accord, Chantal, oui. Alors, moi, je voulais parler par rapport à ce que disait votre invité. Déjà, depuis 2007, il y a 300 gendarmeries qui ont été fermées sur le territoire français. Combien, vous dites? Combien? 300. 300 postes. gendarmeries depuis 2007. 300 gendarmeries depuis 2007 fermées sur le territoire français. Je veux savoir, est-ce que vous confirmez Alors, il y a eu de très nombreuses fermetures, mais aujourd'hui, on est sur un processus inverse qui est de recréer des brigades, de façon de nouveau mailler le territoire et d'aller mieux répondre aux besoins des populations, y compris dans des zones rurales. Parce qu'il faut la ruralité est touchée aujourd'hui par l'insécurité. Et même, vous avez vu que des petites villes moyennes, lors des révoltes de 2023, ont été frappées très durement. Donc l'État doit être présent et la gendarmerie est en train de revenir en force dans ces zones qu'elle avait quittées pour des raisons soi-disant budgétaires. Oui, comme d'habitude. Chantal, non, c'est juste pour répondre à cette question. Allez-y, Chantal, on vous écoute. Mais tant qu'on aura aussi l'espace Schengen, où c'est la porte ouverte à tout, moi je ne fais pas confiance aux pays européens, encore moins vers Leyen et toute la clique. Alors la CEDH, il n'y a pas besoin de sortir de l'UE pour sortir de la CEDH, puisque c'est à part, et que notre droit pénal, parce que les OQTF c'est du droit administratif, puisqu'on a perdu le droit pénal face à M. Hollande. Donc, et quand on a voulu le remettre, il y a le Conseil constitutionnel qui ne fait plus son travail, d'ailleurs, qui a retoqué le fait de le remettre en droit pénal. Donc, de toute façon, moi, je pense que c'est voulu. Et on n'arrive pas à les renvoyer chez eux, tout simplement tous les étrangers qui sont en prison, parce qu'il n'y a vraiment pas de rapport de force avec les pays concernés. Maintenant, moi, je pense que malheureusement, la Cour de justice, c'est la même chose. L'Union européenne a comme politique de faire entrer un maximum de migrants, c'est leur politique. Donc, ou on a le courage de dire qu'il faut sortir de l'UE, ou au moins de l'espace Schengen. Tant qu'on a l'espace Schengen, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, alors effectivement, en fait, la question que pose Chantal, et beaucoup de nos auditeurs la posent, beaucoup de gens se la posent. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas à poser la question, je ne dis pas Frexit, mais la question de l'Union européenne, dans tout ce que vous avez évoqué, Général Cavaillé, elle est posée. Puisque nous ne sommes plus maîtres de notre sécurité, puisque les lois européennes, je ne dirais pas priment sur les lois françaises, mais quand même imposent un certain nombre de carcans évidents. Oui, mais ça dépend ce que l'on veut faire de l'Europe, de l'Union européenne. C'est la question d'ailleurs fondamentale qui est posée aujourd'hui. Est-ce que c'est l'Union européenne qui protège ou c'est une Union européenne qui dessert les peuples européens? Bonne question. Donc, là aussi, c'est que veut-on? Quand on parle d'espace Schengen, c'est un formidable levier pour développer l'économie au travers de la liberté de circulation et des biens dans le dit espace. Donc non, le vrai sujet, c'est que cette Union européenne, ça a été comme dit Régis Debray, elle n'a pas eu véritablement de volonté de peser, il n'y a pas de transcendance, c'est simplement une création, je dirais, de boutiquier. Il faut passer à autre chose et parler véritablement d'identité. Quand on parle des racines, on a même refusé de référencer nos racines. Bon, donc aujourd'hui... Oui, dans la Constitution européenne, absolument. Voilà, donc moi je serais plutôt pour, à l'exemple de ce que font le Danemark, il y a aussi une réflexion en Allemagne, et sont des partis d'ailleurs parfois de gauche, qui sont en train de faire évoluer les choses, pour que le réalisme l'emporte, le bon sens l'emporte, la raison l'emporte.
Enfin, on est maître de notre destin. Moi, je reconnais à l'Algérie d'être souveraine, mais je trouve tout à fait scandaleux que l'Algérie nous impose sa volonté, refuse notamment de reprendre ses ressortissants multirécidivistes, violeurs, criminels, etc. C'est quand même complètement aberrant. Mais là, aussi, on pourrait prendre des mesures, d'externaliser d'ailleurs, donc l'expulsion de ces individus. Et d'ailleurs, ce qui permettrait d'ailleurs de mieux considérer la majorité des ressortissants de ce pays qui se comportent très très bien. Bien sûr. Bon, mais les politiques, que veulent-ils? Voilà, c'est vraiment la question. La Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, etc. D'ailleurs, je sens aujourd'hui un frémissement, mais parce que les peuples sont en train de s'exprimer. En fait, jusqu'à présent, on n'a pas laissé parler les peuples. Quand on les a laissés parler, vous vous rappelez un certain référendum de 2005, quand ils ont parlé, on s'est assis sur leur vote, effectivement. Oui, Maud, je voudrais que vous posiez la question, Maud Koffler, qui fait l'émission avec moi, sur justement les gendarmes et les conditions des gendarmes. Oui, en fait, il y a un chiffre qui a beaucoup fait parler il y a 2 ans, c'est le nombre de départs de la gendarmerie nationale, 15 000 démissions. On en parle beaucoup dans la police nationale, on en parle beaucoup moins dans la gendarmerie, sans doute parce que c'est l'armée et que c'est la grande muette, ça fait partie de la grande muette. Donc je pense que le sujet est beaucoup plus sensible. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce nombre de départs dans la gendarmerie nationale, 15 000 en un an? Alors, il y a peut-être un peu plus de départs qu'il y en avait auparavant. On a une modification des comportements qui relève d'un phénomène en guillemets sociétal. Il y a une certaine volatilité. Les gens restent moins dans un emploi qu'auparavant. Moi, j'ai 2 filles en gendarmerie, dont une qui est en compagnie de gendarmerie et l'autre qui est sur le terrain en brigade territoriale. Donc j'ai des retours directs. Le métier est difficile. Le métier est difficile parce que sur le terrain, au quotidien, ils sont menacés. Les contacts sont très durs. Menacés, c'est-à-dire c'est-à-dire le moindre contrôle aujourd'hui peut se traduire par une rébellion, quasi systématiquement des insultes, donc des outrages, mais qui sont tellement maintenant banalisés que même les magistrats ne peuvent plus les relever. De toute façon, comment voulez-vous que dans le ressort de Montpellier, compte tenu du contentieux de masse, on puisse répondre à tous ces faits-là? Donc, regardez la tenue des gendarmes et des policiers. En 10 ans, 15 ans, il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient en chemise, en chemisette, ils étaient en vareuse, en tout cas. Oui, on parlait du gendarme de Saint-Tropez et autres. Mais regardez, aujourd'hui, ils ont des gilets pare-balles, ils sont de plus en plus... On va modifier les gilets parce qu'il faut prendre en compte également la menace des couteaux. Ça, c'est assez révélateur d'une évolution. Et aujourd'hui, il y a une pression psychologique au quotidien qui est très forte sur les gendarmes et les policiers, avec également parfois le sentiment que leur action ne porte pas quand ils reçoivent les plaintes, mais qu'ils savent très bien que 80% de ces plaintes seront classées, en tout cas il y aura un aménagement ou une réponse dite pénale entre guillemets. Donc on est un peu sur... Il y a de quoi être découragé, quoi. Mais oui, mais il y a également, et là, je peux vous dire, plus que jamais, c'est la hiérarchie qui doit s'engager. Si vous voulez, quand on est dans une période difficile comme celle-là, et c'est là où il y a une formidable attente, notamment des exécutants, des gens de terrain, s'il y a des chefs qui s'engagent, qui montrent l'exemple et puis qui redonnent la foi dans un métier qui est difficile. Donc, vous savez, quand vous avez vraiment un commandement qui s'engage, il y a beaucoup moins de démissions. Qui donne l'exemple, que la hiérarchie donne l'exemple dans un contexte qui est difficile, mais qui en appelle aux politiques. Parce que c'est vrai que ça ne pourra pas durer pendant 5 ans, 10 ans, une telle situation. Maud, il y avait, je crois, un problème économique aussi. Un problème économique, on parlait des moyens. Certaines gendarmeries n'ont pas les moyens de payer leur loyer à certaines collectivités. Aujourd'hui, il manque 93 millions d'euros. Alors, la gendarmerie avait communiqué en début d'année en disant ce montant sera réglé. Pour l'instant, pas de nouvelles, en tout cas de ce côté-là. Ça fait écho aussi au coup de gueule du général de Villiers, au-dessus de tout ça encore, qui disait qu'il n'y avait pas de moyens dans l'armée. Est-ce que cet appel a été entendu depuis, selon vous ? Alors, vous avez eu quand même une augmentation, il faut être aussi objectif, il y a eu des augmentations budgétaires considérables qui sont faites au travers de la LOPMI pour les prochaines années. Mais il est vrai que donc la problématique des loyers, la problématique du parc immobilier, parce que le gendarme, le système d'armes, c'est la caserne. Vous parliez de la caserne. Bien sûr. Le gendarme travaille où il vit où il travaille, ce qui lui permet son immersion sur tout le territoire.
les loyers seront payés, mais c'est vrai que les échéances budgétaires, il y aura des choix qui vont devoir être faits s'agissant des priorités. Et la sécurité me semble être une priorité. Mais peut-être qu'à cette occasion-là, il faudrait tout mettre à plat, c'est-à-dire l'organisation, comme le demande la Cour des comptes, l'organisation du fonctionnement des forces de l'ordre. Alors justement, ce que vous dites, je crois qu'on va peut-être faire une petite pause et nous allons reprendre ce que vous dites, ce que vous venez de décrire, Général Cavalier, sur les priorités, etc. Ça me fait poser en tout cas une question, je crois que vraiment la question centrale, on revient, c'est la question de la volonté. On va en parler tout de suite, après cette petite pause. 0826 300 300. Votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Oui, un état des lieux qui n'est véritablement pas encourageant, dressé avec nous par le général Bertrand Cavalier, mais qui pourrait nier que les problèmes sont là, et que on a l'impression, oui, que par-ci par-là, il y a des petits efforts, mais absolument pas coordonnés, et qu'au fond, quand on voit ce qui se passe, et vous en parliez, et hors antenne, Général Cavalier, hier ou avant-hier à Bordeaux, dans un bus, effectivement, une femme demande à deux jeunes de baisser la musique et de baisser leur musique, ils avaient mis ça à fond. Eh bien, il littéralement, il la massacre. Enfin, en tout cas, il la tabasse, etc. Mais c'est quoi ça? Bien, c'est révélateur. Si vous voulez, moi, je vais souvent au Maroc, pays que j'aime beaucoup. Ça serait inimaginable. Je vais au Sénégal bientôt. Ça montre notre état de faiblesse. Il y aurait 2 jeunes Français. De toute façon, ils seraient en situation régulière parce qu'on rentre pas au Maroc, au Sénégal comme ça. On est à l'opposé de ce qui se passe en France. Mais une femme, une Marocaine, leur dirait de baisser le ton, baisser la musique. Mais évidemment qu'ils le feraient. Et s'ils commettaient une violence contre cette femme, ils risqueraient leur peau. Bien sûr. Mais ça, c'est très révélateur de ce que nous représentons, ce que nous ne représentons plus, vis-à-vis d'étrangers qui arrivent dans ce pays. Là, à mon avis, ça doit susciter une réflexion de fond. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette faiblesse encourage la violence. Encourage les gens à se dire écoutez, ils répondent pas, donc on peut y aller. On défile le 14 juillet, on a des beaux régiments, dont je salue le courage quand ils ont été engagés, notamment au Mali, il ne faut pas les oublier. Ouais. Et à côté de ça, vous savez, un parachutiste en tenue ne peut pas s'éloigner d'un kilomètre de sa caserne, au risque de se faire agresser. À ce point. Mais vous ne verrez plus, vous ne verrez jamais. Vous voyez beaucoup de militaires en tenue? Non, effectivement, pas énormément. Si, c'est la brigade, là, justement, les vigipirates. Justement, il y a une note qui est sortie disant que maintenant les militaires, les militaires, oui, en particulier, pouvaient se promener entre guillemets en tenue, et on en voit de temps en temps à Paris. Alors je ne sais pas si c'est limité à la cité ou qui traverse la Seine-Saint-Denis. Ouais. Oui, ça. Écoutez, il faut dire, vous savez, vous allez aux États-Unis, je suis allé à Marines, peut traverser le Bronx, il risque rien. Ouais. Un parachutiste français n'ira pas se hasarder dans une grande partie du territoire. Si, au fin fond de la Creuse, il risque rien. Donc, mais tout ça, c'est révélateur de notre faiblesse et d'un affaissement de notre pays qui est totalement perçu par notamment des étrangers qui rentrent en situation régulière. L'agressivité également de ces étrangers en situation régulière vis-à-vis des forces de l'ordre. J'ai encore des retours de gendarmes et de policiers dans le Pas-de-Calais. Est-ce admissible? Et c'est inimaginable dans les pays où je me rends très souvent, que je viens de citer, comme le Maroc ou le Sénégal, où il y a encore une cohérence et une tenue. Mais en fait, est-ce à dire, est-ce que ce n'est pas, avant de dire, que le poisson pourrit par la tête? S'il n'y a pas d'exemple, pourquoi ça ne va pas continuer? Pourquoi ça ne continuerait pas comme ça? Il n'y a pas de raison. La faiblesse des élites, la trahison des clercs, c'est un vieux sujet. Bon, mais oui, mais très actuel. D'où sortent-elles? Quels sont leurs parcours? Pour beaucoup, très protégés. On va pas au contact, on essaie d'éviter les risques. Vous savez, dans une carrière préfectorale, par exemple, il n'est pas forcément très conseillé de se frotter à l'événement. Alors j'ai connu des préfets qui y allaient, mais il y a beaucoup de préfets qui
qui ont tout intérêt à faire en sorte que les choses, soi-disant, apparemment, se passent bien. Parce que si tu dois avoir un bon parcours de carrière... et le fait de dire que tout se passe bien alors qu'on est déjà dans une situation qui est très dégradée, monte jusqu'au plus haut niveau. Dans un autre registre, je discutais avec l'ancien directeur régional des renseignements généraux à Lille, que je croisais, donc il y a 1 an ou 2. Moi, j'ai commandé la région de gendarmerie de Picardie. Il me disait, mais il assistait à tous les discours de Tariq Ramadan, qui réunissait la fine fleur islamique de l'université de Lille, doctorants, master, et qui leur disait, vous êtes la pointe de diamant de l'islamisation de la France. Il faisait rapport sur rapport, il n'a jamais eu de retour. C'était il y a une dizaine d'années. Ah oui. Oui, et ça se passait crème, personne ne disait rien. Quand vous avez Erdogan qui fait campagne électorale en France et qui, à Strasbourg, au Zénith, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, oui, bien et sûr. qui tout ça avec des al-Akbar, etc., et qui leur demande de surtout pas s'assimiler. Oui. En plus, il a dit ça très publiquement. Très publiquement. Et qu'en est-il de la réaction des politiques français ? De quel bord qu'ils fussent. Vous savez, on a vu ça très récemment avec ce qui s'est passé là ce matin. On en parlait avec Boualem Sansal et Christophe Glaise, enfin à propos de l'Algérie, emprisonné en Algérie. Et puis on a vu ça quand vous disiez effectivement Samuel Epal, l'ISESCO, quand il y a eu, vous savez, les grandes migrations. Effectivement, on a parlé avec Jean-Frédéric Poisson normalement. On disait, écoutez, on va laisser nos travailleurs, mais vous ne les assimilez pas. Ils sont pas là pour s'assimiler. Ils sont là pour travailler. Et puis voilà, et puis il y a eu le regroupement familial, enfin on peut en parler pendant des siècles. En tout cas, on revient à ça. Bertrand Cavalier, général de gendarmerie, merci de vos éclaircissements. Mais rien n'est perdu. Je voudrais dire quand même qu'il y a de très nombreuses bonne volonté. Moi, je me rappelle la région de Picardie où j'ai servi 2 ans. Pourquoi ça tenait ? Parce que dans les villages, dans les communes, il y a des élus qui s'engagent, il y a des associations, il y a des instituteurs qui... Le pays tient encore, mais combien tiendra-t-il ? Combien de temps tiendra-t-il encore ? Il ne faut pas décourager ces bonnes volontés républicaines et qui font que ce pays avance encore. Et il faut se rappeler du livre d'un certain général qui s'appelait Le Sursaut. Oui. Le sursaut, il est toujours possible, bien sûr. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.